Jogava o Flamengo, queria escutar. Chegou quando de estação começou a cantar. Tem mais um cisco no olho leve de assoprar. Se andou, falou que por ela podia cegar. Sentou por um instantinho no bar. Bastou durante 10 noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pro bruxo rezar. Coou o café na calça pra me segurar. Sentou, ai, 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 devendo dinheiro pra me cobrar. Doutor, a pista pra porta já manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar, que só pra melhorar, pessoa, convida a maiteira pra ir morar lá. Goedenavond. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au nom de l'Institut français des Pays-Bas et de l'OBA, je voudrais vous souhaiter la bienvenue lors de cette édition de la Nuit des idées, un événement annuel où nous échangeons des idées entre les cultures et les pays, dans ce cas présent, la France et les Pays-Bas. Une édition spéciale avec comme thème proche, c'est-à-dire proches les uns des autres. Vu les circonstances, nous faisons cette séance tout à fait en ligne, mais nous aurons une belle soirée très variée avec des intervenants extraordinaires. Et ainsi, nous allons réaliser une expérience technique et tout va être traduit de façon simultanée afin que la langue ne soit pas une raison de créer de la distance. Alors, nous avons un Pour le public francophone, donc en français. Si vous souhaitez suivre le débat en français, cliquez sur le bouton Interprétation en bas à droite de votre écran et choisissez l'option Français. Pour une meilleure qualité de son lors de la diffusion des vidéos, choisissez l'option Off pendant la diffusion de celle-ci et réactivez l'interprétation par la suite. Tot zover mijn Frans. Voilà pour mon français. Ensuite, pour ce qui est le chat, malheureusement, nous ne pouvons pas répondre en live à vos questions. Mais vous êtes bien entendu invités à laisser vos commentaires et nous réagirons ultérieurement. Nous vous conseillons aussi, pour avoir une bonne expérience de cette émission, de vous mettre en Speaker's View et d'éteindre votre propre caméra. Alors, mon nom est Stine Jensen. Je suis philosophe et écrivain et ce soir, je présente cette soirée. Et la question centrale de ce soir, c'est comment nous pouvons dépasser les distances et rester proches dans ces temps tellement intenses.
comment gérer les tensions entre l'universalisme et le particulier, le particularisme. Nous étudions ceci sur deux domaines. Tout d'abord, la philosophie, et Martin Dorman et Nick Pass vont engager une concertation. Et le deuxième thème, c'est l'enseignement, et nous aurons Samira Bouchiti qui aura une conversation avec Martin Dorman. Je vais les présenter tout à l'heure. Entre-temps, on va vous présenter des capsules. Ce sont des vidéos avec certains intervenants éminents tels que Patrick Boucheron, Dominique Schnapper et Boris Cyrulnik. Ils ont été interviewés par l'ambassadrice néerlandaise des échanges culturels et littéraires entre la France et les Pays-Bas, la critique littéraire et écrivaine Margot Dijkstraaf. Et nous aurons aussi une présentation live d'une dessinatrice, Eliane Gerrits, qui va en direct présenter ses dessins. Il y aura aussi de la musique et de la danse, et nous aurons à nouveau le son de la voix de Camille Berthaud qui conclura cette émission. Elle est chanteuse de jazz et tous ces morceaux ont été choisis parce qu'ils démontrent que même lors de cette pandémie, elle a trouvé une solution pour continuer à créer ensemble avec les musiciens. Ainsi, ils sont restés proches entre eux. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer avec le premier grand thème, l'universalisme. Et nous allons faire cela en regardant tout d'abord une vidéo d'un historien français, Patrick Boucheron, qui va raconter ce qu'est l'universalisme dans le contexte français. Patrick Boucheron a écrit plus de 12 livres sur l'histoire de la France. Regardez avec nous. Donc, quand est-ce que naît cette idée d'universel? Alors, bon, je ne veux pas faire... alors, du point de vue de l'histoire des idées, du point de vue de l'histoire du mot, il faudrait effectivement revenir justement à la racine du mot, qui est un mot latin, qui désigne effectivement le fait que le tout se ressente comme une unité, à l'inverse du mot grec katholikos, qui veut dire l'inverse. Bon. Donc, l'universel, on va dire notre universel, voilà. Notre sentiment de l'universalité, eh bien, il est fils de la philosophie des Lumières, on va dire. C'est d'ailleurs celui-là que, en tout cas en Europe, on convoque, on rappelle, dans tous les sens du terme, on rappelle, précisément pour lutter contre les communautarismes. Il y a un tremblement de terre à Lisbonne, et pourtant, c'est comme s'il passait par moi. C'est comme si, lorsqu'on lit Voltaire, c'est comme si, en fait, nous étions intimement pris dans une secousse, dans une réplique. Alors, il n'y a plus de proche et de lointain. Bah, Lisbonne, pour nous, c'est proche. Mais pour Voltaire, c'était quand même loin au XVIIIe siècle. Bon. Enfin, encore que le confinement bouleverse toute cette géographie du proche et du lointain, ce qui est quand même très intéressant. Et on peut réfléchir à ce que ça fait à Voltaire le tremblement de terre de Lisbonne. Donc, à partir du moment où il ressent lui-même, physiquement, comme humain, il se sent affecté par un événement qui est lointain. Mais c'est d'ailleurs assez intéressant que ce soit un tremblement de terre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule écorce terrestre, et que d'une certaine manière, peut-être qu'il se sent simplement terrestre à ce moment-là. Peut-être qu'il est juste, voilà, il prend conscience que le monde est une communauté de destin et de danger. Donc ça, c'est notre universalisme. C'est notre universalisme. Il naît de là. Si la notion de l'universalisme change donc avec le temps, surtout à notre époque, qu'est-ce qu'il en reste maintenant et surtout comment est-ce qu'il s'approche de votre livre donc sur l'histoire mondiale de la France? En Europe, qu'est-ce qu'il en reste?
si la France a pu parfois avoir une histoire mondiale, c'est parce qu'elle s'est montrée la fille très obéissante de l'universalisme des Lumières. Pas toujours, mais parfois. Et que lorsqu'elle ne se montrait pas la fille de l'universalisme des Lumières, les autres peuples la rappelaient à ses devoirs. Aujourd'hui, il me semble que rappeler l'universalisme des Lumières, ce n'est pas le convoquer comme valeur, c'est rappeler au fond que cette histoire n'est pas une collection de valeurs, mais une collection de dilemmes, de problèmes. Que j'ai parlé positivement de Voltaire, mais je peux aussi en parler négativement, montrer que son universalisme européen, il ignore une bonne partie du monde, il ignore jusqu'à un certain point la réalité de la traite négrière, et donc au fond, cet héritage est un problème pour nous. C'est pas simplement en l'évoquant comme ça que de manière, je dirais, routinière, comme un catéchisme, qu'on va s'en sortir. Il y a des pathologies de l'universel. Cet universel que Maurice Merleau-Ponty appelait un universel de surplomb, un universel qui ne fait au fond que généraliser notre point de vue particulier. Cela, effectivement, c'est rentré en crise, et c'est rentré en crise durablement, du fait même, d'ailleurs, de la philosophie des Lumières. Et donc, on ne peut pas ramener la philosophie des Lumières comme un catéchisme. Mais alors, il faut penser d'autres formes d'universalisme. Un universalisme partagé, un universalisme qui n'est pas en surplomb, mais qui peut être réticulaire ou horizontal. Il y a, par exemple, des penseurs comme Souleymane Bachir Ndiaye, qui, depuis à la fois une tradition philosophique européenne et une tradition philosophique africaine, disent aux Européens, n'abandonnez pas si vite l'universalisme. Le monde aussi y a droit, mais il y a droit débarrassé de ces pathologies. Au fond, ce que proposait l'histoire mondiale de la France, c'était de faire récit de nos dispersions. C'est-à-dire de comprendre que ce n'était pas en rafistolant un récit national unique et homogène qu'on allait réparer les choses. Que réparer, ça pouvait être aussi affronter les blessures. Ça pouvait être aussi reconnaître l'entaille, montrer les déchirures. Et ça, c'est une façon d'être... de prôner un universel proche. Welkom terug. Bienvenue à nouveau. C'est un plaisir pour moi de vous introduire les deux premiers intervenants avec qui je vais parler de l'universalisme et la relation avec la culture, l'identité culturelle et le relativisme. Alors, Martin Doorman, qui est auteur et qui est professeur à l'Université de Maastricht, et il est professeur extraordinaire d'histoire de la culture d'Allemagne à l'Université libre, et il est collaborateur de NRC Handelsblatt. Il a écrit Rousseau et moi, Le péché originel de l'authenticité et de l'ordre romantique. Nick Bass est notre deuxième invité. C'est un historien spécialisé dans l'histoire contemporaine de la France. Il est lié à l'Université d'Amsterdam. Il a étudié à Utrecht et à Tours la politique et la langue française ainsi que la littérature. Il a écrit sur la guerre d'Algérie et il a fait une histoire résumée de l'histoire de France et un livre sur Macron. Actuellement, il écrit un livre sur le vélo entre la France et l'Algérie. Et donc, il travaille sur... en fait, c'est un projet dans la collaboration entre la France et les Pays-Bas au niveau du sport.
Martin, pourrais-tu, pour commencer, expliquer comment tu vois l'universalisme et cette idée, comment elle a été conçue? Oui, Stine, je suis d'accord avec Patrick Boucheron que l'universalisme ne peut pas être vu sans la Révolution française. Et il y a une tradition ancienne en Europe qui dit que toutes les personnes sont égales, mais dans cette histoire de la religion catholique, il y a eu des personnes d'autres religions, et lors des Lumières, on a quand même conçu qu'il y avait la liberté et l'égalité entre tous les individus. Et tout le monde doit travailler à cela. Donc, le rôle des Lumières en France, dans un livre de Kant où il décrit ce qu'est l'idée des Lumières et qu'il pousse les gens à réfléchir de façon indépendante. Une chose très importante aussi pour l'universalisme, c'est l'universalisme dans la sphère publique. Ce que Patrick Boucheron a dit par rapport à Voltaire au XVIIIe siècle, en fait, il vivait, il se sentait lié à un tremblement de terre avec tous ces morts, et soudainement, les gens se sentent liés avec des personnes qui sont éloignées d'eux. Et cela, c'est un bel exemple du thème que nous traitons ce soir, proche. Et c'est nouveau, parce que imaginez, par exemple, en 1660, on a eu une grande catastrophe, mais par exemple, là, l'épidémie de la peste, le choléra, ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a commencé à partager ces sentiments. C'est aussi parce qu'il y avait des possibilités de se déplacer par véhicule. Il y a des journaux qui décrivent ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un podium qui est créé, qui permet de raconter et qu'on puisse entendre ce qui se passe. On peut en discuter. Et c'est ce qu'on voit avec Voltaire, parce qu'après ce tremblement de terre, Voltaire a écrit Candide, et ça a été un succès dans toute l'Europe, non seulement en France, mais dans des dizaines d'autres pays. Le personnage principal, c'est une personne très naïve qui a beaucoup très sceptique par rapport aux personnes qui sont très hypocrites et par rapport à l'Église. Et ça va être une critique de Voltaire qui va être partagée dans toute l'Europe. Et je veux remarquer que Rousseau était peut-être plus universel qu'on ne pense. Parce que, Voltaire a parlé de l'esclavagisme. Et à un moment donné, il voit un esclave il voit un esclave amputé, il dit voilà, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Voilà. Donc Voltaire, avec cet exemple, met déjà l'esclavage à l'ordre du jour. Mais pour résumer, ce qui est crucial, c'est que ce soit dans la sphère publique que la discussion ait lieu. Alors, en fait, c'est une ouverture des sujets à l'ensemble des personnes. Et les gens commencent à être instruits. Alors, le projet de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de monde qui savent lire, 90%. Alors, je voudrais rajouter une chose par rapport à l'universalisme, c'est que l'universalisme semble parler de
ce que les gens partagent des valeurs. Et ce n'est pas forcément ça. Et déjà, à l'époque des Lumières, cela ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la même idée. Comme dit Voltaire, c'est des principes de base qui sont partagés. Et ça, on va en reparler, je pense, plus en détail dans le deuxième débat aussi sur l'enseignement. Certainement, merci Martin. Tu as parlé de beaucoup de sujets différents, aussi les médias, le voyage des idées qui sont rapprochés, et vous parlez de la sphère publique. Alors, Nick, cette idée française de l'universalisme, est-ce qu'elle est typiquement européenne ou est-ce qu'il y a des différences? Alors, pour commencer, il y a 3 façons de répondre à cela. Comme Martin l'a dit tout à l'heure, par rapport à Boucheron, l'universalisme est je vais commencer à en parler très généralement. Donc, il s'agit de gens de par le monde. Il y a des choses typiquement européennes aussi. Au niveau de l'histoire du monde, il y a des exemples multiples. On peut remonter à l'Antiquité chinoise. Et on peut parler du XXe siècle. On peut, par exemple, parler de Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela. Ce sont des idées universelles qui ont été partagées. Et ça, c'est au niveau de la planète, géographiquement. Le deuxième aspect, et là, je reviens à ta question, de voir l'universalisme comme un mouvement historique. Alors, il est né au XVIIIe siècle en France, et en même temps, on voit que c'est justement très européen. Et le projet européen est né depuis les Lumières. Voltaire a donné ce bel exemple. Dans son esprit, il est proche de Lisbonne, de Londres à Berlin. Les lettres philosophiques étaient, dans sa forme, un projet tout à fait européen. Et c'était très important, cela. Donc, le principe, par rapport à la pensée des personnes et du monde, par rapport à la liberté et l'égalité, dans le cadre européen, est né en France, et c'est important de le dire, que cette idée a une emprise sur toute l'Europe. Et ça, c'est pour l'aspect le plus français. Je reviendrai à ta question après. Alors, l'universalisme comme concept politique, ça, c'est en France vraiment spécifique, parce que c'est tout à fait lié à la pensée républicaine en France, qui sont des idées qui se sont développées au XVIIIe, XIXe siècle par rapport à l'Europe. Ça a été dispersé. Et par la suite, on voit aussi que au niveau mondial, même l'influence de la France a été visible. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui, on reviendra tout à l'heure à cette signification politique de l'universalisme. Mais pour bien comprendre l'universalisme, quelle est la force de ce concept? Alors, qu'est-ce qui peut... Alors, cela semble évident, mais la force de l'universalisme, c'est l'idée des droits de l'homme. Tout le monde doit pouvoir entrer en jeu. Cette idée a été expliquée dans une déclaration lors de la Révolution française, 1789.
il y a les droits de l'homme et des citoyens qui, en 1948, après le drame de la Seconde Guerre mondiale, a de nouveau été entré en jeu aux Nations Unies. Et ça, c'est très important dans la politique internationale pour les gens, les réfugiés de par le monde. Quand on parle d'universalisme, ce genre de choses sont vraiment cruciales. Et là, ça c'est la deuxième partie de ta question. Ça devient un peu plus problématique. On arrive à cette deuxième partie. Il y a beaucoup de pays qui disent, voilà, cet universalisme, c'est le produit des Lumières de la France, ce sont des valeurs européennes, mais pas les nôtres. Par exemple, en Chine, les Chinois disent pourquoi est-ce que nous devrions nous lier à cela. Nous avons une tradition plus confucéenne ou d'autres valeurs et on peut en rigoler, mais certains points de vue, par exemple, les libertés individuelles sont différentes selon les cultures. Et là, c'est très important et Boucheron en a parler, et c'est pour ça qu'il était critique par rapport aux Lumières, parce que les valeurs des pays de l'Ouest ne sont pas les valeurs de tous les pays. On voit aux États-Unis ou au Moyen-Orient, on voit que les États-Unis ont voulu aider à monter des démocraties, alors que cette tradition était inexistante, et là c'est souvent problématique, et il y a des réponses diverses sur ce type de problème. Alors, Diagne, par exemple, qui réfléchit beaucoup à ce genre de choses. Ça, c'est un ordre du jour que nous devrions traiter davantage. Nick, c'est ce que tu as fait dans ton travail déjà jusqu'à présent. Peut-être que tu pourrais répondre à Martin par rapport à ce qu'il a dit. Alors, une chose en complément peut-être, par rapport aux droits de l'homme, pour ce qui est d'une force positive dans la pensée universaliste. Je pense en même temps que c'est compliqué, parce que ce n'est pas seulement les pays occidentaux, mais ça a aussi une force vraiment forte. C'est un idéal, l'universalisme. Et ce n'est pas seulement l'Occident. Alors, c'est presque transcontinental. Et ça en appelle. La déclaration de 1948 aux Nations Unies, c'est un lien entre nous. Donc voilà, par rapport à la force de ce terme, alors les critiques, disons les points sensibles, c'est peut-être une banalité, mais c'est effectivement la tension entre un idéal et la pratique. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, ça va toujours être le cas. Il y aura toujours une tension entre l'idéal commun et comment, dans la spécificité, le particularisme, les traditions propres, on va devoir traduire cela au niveau social. Face à l'individu. Comment l'individu va-t-il vivre ce terme, cet idéal? Et dans les termes actuellement vu la mondialisation, cela joue beaucoup. Alors, ça peut être un lien avec ce dont on a parlé aussi, l'impact politique, parce qu'il y a eu en France des attentats qui ont eu pour effet qu'il y a eu une réaction commune européenne. Tout le monde s'est mis en bloc pour défendre les droits des hommes. Je suis Charlie, je suis Patty. Et en même temps, il y a ce particularisme, ça va être l'Occident et l'islam, par exemple. Comment voyez-vous ces attentats récemment en France et le problème dont on parle? Alors, je ne sais pas si de formuler le fait qu'il y a des blocs l'un en face de l'autre, est-ce que ça va créer de la compréhension?
Et comme je l'ai déjà dit, l'idée de républicanisme, est-ce que vous pourriez expliquer un peu mieux ce lien? Alors, les valeurs républicaines en France, ce sont des valeurs universelles qui devraient... Alors, on parle donc la liberté, égalité, fraternité. Et également le droit de l'homme, la Révolution française. Voilà, dans la pensée républicaine française, ça a été porté pendant plus d'un siècle. Et en même temps, c'est lié à l'idée que la République est une et indivisible. Et il y a donc la laïcité comme lien pour que la religion est une chose privée. Dit zijn allemaal Ce sont overdenkingen, constructies. Des constructions. Cette société, la société française, a créé ces rapports par rapport à des différences géographiques particulières, culturelles et religieuses. Donc, dans le 19e et 20e siècle, il y a une certaine position qui a été prise et nous faisons partie, bien entendu, de cet républicanisme. Alors, ça a à faire avec le rôle de la France dans le monde. Alors, c'est une idée qui va peut-être pas être tellement portée à l'étranger, mais c'est quelque chose qui est posé sur la France. Alors, la société française a beaucoup changé, et quand on voit dans la société maintenant, on voit une société multiculturelle. Alors, théoriquement, ce concept de la République a été créé bien avant. Et tout le monde est égal et tout le monde est un citoyen égal. Donc, pour être concret, par rapport à votre question à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des solutions? Je pense que le défi, c'est pour trouver un équilibre, pour créer un lien d'un côté avec cette tradition politique du républicanisme, des droits de l'homme, de la laïcité. Il y a donc ça c'est une idée, une grande ligne directive. C'est un point à l'horizon qui est une chose vraie. Et par ailleurs, il y a la réalité sociale du multiculturel. Et il s'agit de faire du sur-mesure, être pragmatique. Et en France, on parle beaucoup de cela. Il faut garder les principes, mais par ailleurs, il faut agir de façon pragmatique et pour pouvoir répondre à cette société. Martin, est-ce que tu vois la chose de la même façon? Est-ce qu'il faudrait faire du sur-mesure par rapport à l'universalisme et le particularisme dans la société actuelle? Je comprends ce que Nick dit, mais quand je pense que quand on réfléchit comment cet universalisme doit évoluer et la critique qu'on a dessus, il faut bien se rendre compte que la France a une position très spécifique. C'est dans la tradition française, depuis la Révolution française, ces valeurs républicaines, et on voit ça par rapport aux attaques de Charlie Hebdo, c'est tout de suite cité. Alors, aux Pays-Bas, on ne pourrait pas imaginer qu'on appelle à Vondel ou Barneveld.
mais ça fait partie de la culture, comme la culture politique américaine est beaucoup plus impactée par les Lumières que les autres pays. C'est pour ça qu'en France, par exemple, en Afrique, est présente et dans le Moyen-Orient, mais je veux dire, genre, je sais que c'est dangereux, mais je traite ces sujets politiques parce que c'est un mouvement au niveau mondial, alors que beaucoup d'autres pays, finalement, au niveau des nations qui ont été créées au 19e siècle, basées sur des bases romantiques, avec une culture partagée, des religions partagées. Dans d'autres pays, le citoyen est beaucoup moins un citoyen mondial, global, qu'en France ou aux États-Unis. Alors, je voudrais vous remercier tous deux. Je pense que c'est une discussion qu'on doit poursuivre parce que ce sont des thèmes très larges, très intéressants. Merci, Nick Pass. Et donc, Martin, on vous reverra tout à l'heure dans le prochain entretien. Nous allons poursuivre et nous allons regarder la traduction moderne d'un fragment de ballet des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Et c'est les Cramping Danseurs qui ont interprété cela. C'est une intensité unique avec la lyrique de Rameau qui est mélangée avec la danse moderne et une touche de politique. À tout à l'heure. Oui, nous allons continuer avec la deuxième partie sur comment est-ce que la tension entre l'universel et le propre s'exprime. On va faire cet entretien encore une fois avec Martin Doorman et avec Samira Bouchiti. Je vais d'abord présenter Samira. Samira a travaillé en tant que réalisatrice et présentatrice et ensuite elle s'est lancée dans la politique. Elle a travaillé pour le PFNDA, le Parti des travaillistes, dans le Parlement. Et après, elle s'est devenue membre du VVD, le Parti libérateur. Elle a écrit une lettre sur l'islam. Après, elle a écrit un guide qui s'appelle Nederland pour nous tous. C'est un guide sur la citoyenneté pour les enseignants et professeurs et autres professionnels qui travaillent avec les jeunes. Avant de commencer cet entretien, on va d'abord regarder à nouveau une capsule dans un interview que Margot Dijkgraaf a eu avec la professeure Dominique Schnapper. Elle a écrit des études sur la position des minorités en France, sur le travail, la nation et sur la citoyenneté. On va regarder la vidéo. Dominique Schnapper, merci de bien vouloir répondre à quelques questions dans le cadre de la Nuit des idées d'Amsterdam. Comme vous le savez, le thème de cette Nuit des idées proches, un thème qui est en plein dans vos activités professionnelles, puisque vous êtes sociologue et politicologue, et la République et le concept de citoyenneté ainsi que la démocratie sont vraiment au cœur de votre travail, si je peux dire. Actuellement, vous êtes entre autres présidente du Conseil des sages de la laïcité.
Et c'est en fait ma première question, parce qu'en France, l'État est donc organisé autour d'un principe important que d'autres pays ne connaissent pas, n'est-ce pas, la laïcité. En France, c'est vraiment la condition du vivre ensemble. Pourriez-vous nous expliquer en quelques phrases ce que c'est que la laïcité? Alors, la laïcité, oui, apparaît comme une spécificité française et d'une certaine façon, c'est une singularité française. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les pays démocratiques, il y a un principe essentiel qui est la séparation du politique et du religieux. C'est-à-dire qu'on est également citoyen, quelle que soit son appartenance à une église ou sa non-appartenance à une église. Et ça, c'est un principe général de toutes les démocraties. Cela dit, en fonction de leur histoire, chacune des démocraties a une manière particulière d'assurer dans la vie publique, dans la vie commune, cette séparation du politique et du religieux. Et celle de la France n'est qu'une des formes possibles de cette règle générale des sociétés démocratiques qui s'opposent aux sociétés théocratiques dans lesquelles le droit politique découle de l'appartenance religieuse. Alors, la singularité française, et celle qui est perçue en particulier de l'extérieur, de nos amis démocrates extérieurs, la singularité française, c'est qu'elle a été le produit d'un conflit qui a duré pendant plus d'un siècle, que nous sommes l'héritage, que la nation française est l'héritière de l'Ancien Régime dans lequel on avait une seule religion, un seul roi, une seule loi. Il y avait un roi, la foi et la loi qui étaient unis, et que la modernité politique, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, est arrivée sous une forme révolutionnaire que vous connaissez et qu'elle a donné lieu à un conflit qui a duré plus d'un siècle entre les traditionnels qui continuaient à ne pas admettre cette séparation du politique et du religieux et les héritiers des révolutionnaires, c'est-à-dire les républicains. Et ce conflit très violent a fait qu'une grande loi qui dure encore, que nous appliquons toujours, qui est la loi de 1905, a établi une forme de séparation du politique et du religieux qui est plus rigide, plus ferme, plus centralisée que dans la plupart des autres démocraties. Et ça, c'est sa première caractéristique. Donc, elle pousse plus loin un principe commun avec ses formes à la fois étatiques et je dirais, extrêmes, c'est-à-dire que c'est celle qui va le plus loin. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle se pense et elle s'exprime comme l'héritière des Lumières, c'est-à-dire qu'elle a donné lieu à tout un héritage intellectuel, philosophique, qui justifie cette forme de séparation par une conception philosophique de l'humanité complète de l'homme doté de raison, plutôt que celui qui se conforme à des règles religieuses. Et c'est ce qui fait que notre laïcité apparaît différente ou singulière parmi les démocraties. Vous venez de mentionner cette loi de 1905 que la France vient en fait de changer, hein, n'est-ce pas? Il y a eu un débat, il y a eu quelques changements dans cette loi. Parce que cette loi sur la séparation des églises et de l'État devrait permettre, ou mieux permettre, de lutter contre l'islamisme radical. Est-ce que c'est un changement qui vous rassure? Alors, non, la loi n'a pas été changée. Il y a toutes les lois, une loi qui a 115 ans, par définition, doit être adaptée à des conditions nouvelles. En 1905, il s'agissait de construire une loi contre, disons-le, contre l'Église catholique qui représentait 95% de la population et surtout dans une société où l'Église catholique organisait les pratiques sociales de façon extrêmement stricte. Et donc on opposait d'une certaine façon la loi de l'État neutre religieusement à la loi d'une Église forte et puissante dans la société. Il est évident que 115 ans après, la situation a beaucoup changé, que
la société démocratique est devenue beaucoup plus exigeante en termes de liberté et d'égalité, que l'Église catholique est politiquement tout à fait affaiblie, puisqu'elle représente entre 5 et 10% de pratiquants religieux, et il n'y a plus de pouvoir politique de l'Église catholique, que la société est devenue beaucoup plus diverse et que nous avons la plus grosse population musulmane des pays européens présents sur le sol français et dotés des droits de la citoyenneté et par conséquent le droit d'être fidèle à ses propres pratiques et à ses propres églises, dans la mesure où il existe une église en islam, ce qui n'est pas simple. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être adaptées à des conditions nouvelles. Mais la loi elle-même n'a pas été changée. Et comme vous savez, il y a en France une distinction essentielle entre l'islam et les islamistes. Bien sûr. Qui n'est pas toujours traduite dans les langues étrangères et qui, si on ne fait pas cette distinction essentielle, on pense que la laïcité est anti-islam, ce qu'elle n'est pas. Non, non, non. Elle est anti-islamiste, c'est-à-dire qu'elle est contre le mouvement politique qui, en se réclamant de l'islam, Oui. veut ne pas appliquer la primauté de la loi commune sur la loi religieuse. Et il faut vraiment distinguer les deux et le faire comprendre aussi à nos amis étrangers. Oui, je comprends. Islam et islamisme, c'est complètement différent. J'ai bien compris. Ça n'est pas complètement différent, puisque les islamistes se réclament de l'islam, intellectuellement. Mais politiquement, c'est tout à fait différent. On ne peut pas être anti-islam parce que ça fait partie de la liberté religieuse d'une société démocratique qu'assure la loi de 1905. Elle assure la liberté religieuse. Donc, on ne peut pas être anti-islam. En revanche, la démocratie doit pouvoir lutter contre ceux qui, au nom d'une religion particulière, veulent remplacer la loi commune par la loi de cette religion. L'école républicaine est vraiment la base de l'éducation en France. Elle forme les citoyens, n'est-ce pas? Oui. Récemment, il y a eu cette terrible attentat, cette décapitation de Samuel Paty, l'enseignant qui a montré une caricature dans son cours sur la liberté d'expression. Est-ce que vous considérez que c'était un attentat, une attaque contre la démocratie? Absolument, très clairement. D'ailleurs, le mouvement islamiste ne s'en cache pas. Il dit qu'il va s'attaquer d'abord à l'école. Et d'autre part, au Conseil de la laïcité, nous recevons, remontant du terrain, des tas d'incidents, d'atteintes à la laïcité. Et donc, il y a une action politique très concertée, très organisée, pour atteindre le projet démocratique à travers l'école. Et le cas affreux de Samuel Paty, il était affreux sur le plan humain, évidemment, mais en plus, il était affreux parce que il avait fait exactement ce que nous conseillons aux professeurs de faire, c'est-à-dire expliquer, n'imposez pas, prenez des exemples, montrez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, montrez ce qui respecte la liberté d'expression et ce qui est contraire aux principes politiques. Et c'est exactement, il a fait exactement ce que nous conseillons de faire, ce que nous souhaitons de faire. Et c'est justement parce qu'il avait fait ça qu'il a été la victime de cette décapitation. Et ce n'est pas une imagination de notre part de penser que le combat se porte sur l'école. C'est vraiment une campagne très organisée, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème politique. Ce n'est pas un problème de tolérance religieuse du fait que la laïcité est plus rigide en France qu'elle ne l'est dans les autres pays. Oui. C'est un problème politique d'action contre les démocraties qui se développe en France où la population musulmane est la plus nombreuse et où les principes démocratiques, à cause de cette histoire que j'ai évoquée, de cet héritage historique que j'ai évoqué tout à l'heure, là où elle est le plus, disons, manifestée, débattue, où la République joue dans les débats un rôle premier, où il y a des grands combats idéologiques autour de la République. Et donc, pour ces deux raisons, plus
l'activité militaire dans certaines régions du monde qui fait que se concentre sur la France l'action des islamistes, mais qui vise toutes les démocraties européennes. Bien sûr. Et ce n'est pas, et si vous voulez, le problème n'est pas celui de un peu plus de rigidité, un peu plus de souplesse dans les lois de séparation du politique et du religieux. C'est un problème politique de mise en question des valeurs et des principes de la démocratie par un mouvement politique très organisé. Cela dit, la majorité de la population musulmane en France est intégrée et ne pose pas de problème. Mais les minorités politiques et organisées, l'histoire a toujours montré qu'elles pouvaient avoir beaucoup d'effets et beaucoup de conséquences sur la vie commune. Les enseignants sont seuls, ils se sentent menacés, ils pratiquent de plus en plus l'autocensure. Bien sûr, il y a la loi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas un changement profond des mentalités? Et si oui, comment y arriver? Ce qui apparaît assez clairement à la suite de nos travaux, c'est à quel point les principes de la laïcité dans laquelle ma génération ou celle de mes enfants a été élevée, pour lesquels ça allait de soi et le problème ne se posait pas, il y a eu un problème vraiment de transmission, non seulement vis-à-vis des élèves, mais vis-à-vis des jeunes enseignants qui ne savent plus très bien ce que ça veut dire, dans laquelle il n'y a pas eu la transmission de ces principes essentiels qui sont des principes qui permettent à la société démocratique de survivre. Alors, nous essayons d'une part, nous avons deux axes d'action. D'une part, nous essayons de soutenir les gens sur le terrain qui se sentent très isolés, à la fois intellectuellement et de la part de l'institution. Donc, il faut à la fois leur donner une formation intellectuelle pour qu'ils sachent répondre, parce que visiblement, ils ne savent pas répondre. C'était des choses qui allaient tellement de soi pour ceux qui ont un certain âge et qui n'ont pas été transmises pour ceux qui sont plus jeunes. Et de sorte que, pour des raisons différentes, ceux de 50 ans et ceux de 30 ans sont également démunis intellectuellement. Donc, nous avons beaucoup d'enseignement, de formation continue auprès des enseignants. Et puis, nous essayons que l'institution soutienne au maximum ses professeurs et qu'ils ne se sentent pas isolés. C'est l'évolution de la société qui fait que les démocrates ont l'air de penser que vont de soi les principes démocratiques et qu'ils n'ont pas conscience à quel point il faut se les formuler pour les comprendre d'abord et pour les défendre ensuite. La France, pour nous, c'est le pays de liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? C'est le fondement de la République française. Alors récemment, apparemment, il y a eu comment dit-on, une recherche qui montre que les Français tiennent le plus à l'égalité et pas forcément aux deux autres. Comment est-ce que vous expliquez cela? Vous avez l'idée que les démocrates risquent toujours de préférer l'égalité à la liberté. C'est un vieux problème. Hein. Pendant tout le 19e siècle, on en a discuté. Et c'est Tocqueville le premier qui a dit que les démocrates sont plus attachés à l'égalité qu'à la liberté et passionnés d'égalité, ou bien ils choisiront d'être libres, ou bien ils choisiront de ne pas être libres. Ouais. Et donc, c'est un problème qu'on connaît beaucoup. Alors, dans la mesure où les Français sont peut-être un peu plus passionnés politiquement que d'autres peuples démocratiques, disons qu'ils poussent un peu plus loin un risque de toutes les sociétés démocratiques, c'est-à-dire que leur passion pour l'égalité leur fasse un petit peu oublier leur vocation à la liberté politique. Et entre la dialectique de la liberté et de l'égalité, qui ne sont pas en congruence naturelle, qui sont souvent disons en dialectique ou en tension, il y a toujours ce risque que Tocqueville avait vu en 1830 et qu'on continue, c'est là où il était génial, et qu'on continue à voir. Et disons que les Français peut-être le poussent un petit peu plus loin que les autres peuples démocratiques, dans la mesure où ils sont politiquement toujours un peu plus extrêmes que certains de leurs voisins. Bienvenue, de retour. Nous allons commencer le deuxième entretien entre Samira Bouchiti et Martha Doorman. Samira, j'aimerais commencer avec vous. Bienvenue.
Je vois Samira. Marthe, vous êtes là aussi? Samira, vous avez écrit récemment un guide de citoyenneté pour les enseignants. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'écrire un tel livre? La citoyenneté, les écoles sont obligées d'enseigner la citoyenneté. Et moi, plus de 10 ans, je me suis occupée avec la citoyenneté parce que je trouve que c'est un thème très important. Et je donne aussi des leçons à des classes du 7e, du 8e groupe, VMBO, HBO. Et c'est presque tout. En fait, j'en ai fait un résumé avec des conseils pratiques pour les enseignants qui ont des thèmes de citoyenneté. Et j'ai rassemblé tout ça avec des conseils pratiques parce que c'est important que les écoles ne se mettent pas en place sur ce sujet, mais aussi qu'ils réfléchissent sur qu'est-ce que je voudrais atteindre, pourquoi, qu'est-ce que les étudiants et les élèves doivent pouvoir faire, peuvent faire, et quel but atteindre. Heureusement, il y a les libertés d'enseignement. En Hollande, les écoles peuvent remplir ce thème par eux-mêmes. Je sais aussi que beaucoup d'écoles trouvent ça difficile. Quelle est leur position? Est-ce que dans quel quartier? Est-ce que c'est dans un quartier particulier à La Haye ou à Amsterdam Nord, à Groningen ou en Frise? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Enfin, ils doivent remplir leur matériel. On avait parlé de l'universalisme. Et quand il y a quelqu'un du VMBO qui dit, un enseignant qui dit on va parler d'universalisme, les élèves n'écoutent pas. Mais on peut parler aussi de la valeur universelle de l'être humain, de mettre ça dans la pratique, dans la classe, mais aussi dans la vie quotidienne, ou dans les musées. On peut rencontrer des gens, on peut interviewer des gens, on peut leur donner des travaux pour faire des photos. Quand on parle de l'universalisme, par exemple la Déclaration des droits de l'homme, dans la loi, il y a la citoyenneté aussi dedans. Et c'est quand même assez compliqué. Ça commence avec, alors est-ce qu'on fait ça à l'éducation civique? Est-ce que c'est une autre matière? Est-ce que ça doit être un prof spécialisé? Combien d'heures par semaine on doit donner? Beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il y a beaucoup dans la société, il faut que ce soit la citoyenneté, les problématiques internationales ou les problèmes sociaux. On met tout ça sur la matière de ces professeurs et ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose dans la société. On a eu donc, à la suite du corona, il y a eu donc les soulèvements, il y a aussi les discussions sur Zwarte Piet, le père Fouettard. Je comprends beaucoup qu'une école trouve ça très compliqué et au bout du compte, c'est le prof qui est devant la classe qui doit donner un cours devant 28 élèves qui ont tous des antécédents différents, un Surinamien, un Marocain, un Turc ou un autre pays caribéen. Il y a la Somalie, la Syrie, etc. Et essayer de donner du contenu à ces leçons, vraiment, c'est très difficile pour un professeur. Je vais revenir sur cette tension et les problèmes qui sont créés à la suite de ça. Martin, en France, il y a le concept de la laïcité, mais en Hollande, il y a aussi un terme qui, depuis 1923, on a la liberté d'enseignement. Et donc, il y a l'enseignement particulier, par exemple, l'enseignement sur la religion, mais ou pédagogique, où il y a différentes formes. Ce sont des traditions qui sont complètement différentes, très différentes entre la Hollande et la France. Quand on parle de proches ce soir, je crois que vraiment il faut faire un grand pas pour se rapprocher, pour comprendre la différence de culture auquel on est confronté. On a parlé de l'universalisme dans la culture française et les valeurs de la République, et la laïcité revient en avant avec la tradition. On a vu ça dans l'interview de Margot Dijkgraaf et Madame Schnapper. En fait, la laïcité, tout d'abord,
elle est plus axée sur l'implication de la religion. Et deuxièmement, l'universalisme est très important. Et la tradition néerlandaise, en ce qui concerne l'enseignement, c'est complètement différent. En France, il y a eu donc le combat des écoles. C'était un conflit qui a commencé au XIXe siècle entre les partis chrétiens et les partis réformés et chrétiens. Ça a été un conflit qui a duré très longtemps, qui a été résolu en 1920, dans ces environs. On n'est pas loin de la France en 1905, où il y a eu la laïcité qui a été mise en place. Et nous, on parle d'un enseignement public, mais aussi de différentes formes de groupes. Les groupes religieux pouvaient remplir leur enseignement en remplissant certaines conditions, certains principes généraux. La discussion en Hollande sur l'enseignement n'a plus eu lieu parce que c'était pas public. Ça a été aussi un instrument très important pour l'information. Il y a eu beaucoup de groupes dans leur propre pylône, dans leur propre groupe, étaient en état ils arrivaient à mieux s'émanciper, et ça rend les choses compliquées parce que je pense que le principe de laïcité en français, basé sur un point de vue philosophique, serait le seul bon point de vue. On a l'État qui garantit qu'il y a l'enseignement qui soit pour tout le monde et qui peut garantir qu'il y ait une valeur de base qui puisse être donnée à tous les élèves. Mais au même moment, on voit la difficulté, on voit les difficultés en France avec le principe de la laïcité. On voit ça aussi en Hollande, Samira vient d'en parler. Et je doute un peu, moi je préfère l'enseignement pour tout le monde, dans l'enseignement particulier. Moi, je pense qu'en Hollande, il faudrait qu'il y ait encore cette discussion qui soit relancée sur les valeurs. C'est là qu'on voit les deux traditions, la tradition des Lumières et des romantiques, dans lequel la société, son propre groupe, sa propre identité est importante pour s'émanciper. Et c'est là qu'on arrive au problème qui est très compliqué. Et je suis contente que Samira soit là parce que je pense qu'elle s'y connaît beaucoup mieux. Pour un philosophe, c'est facile d'arriver avec des théories, mais pour essayer d'en arriver à la pratique, c'est vraiment très, très compliqué. En effet, Samira, vous connaissez la pratique. Oui, en effet, mais c'est bien qu'on fasse ça tous ensemble. Quand on parle de l'article 23, c'est un thème qui reste aussi dans les élections qui vont venir, et je vais vraiment me lancer de ce point de vue. Je suis mère d'une fille qui a 8 ans. Elle va entrer dans l'école, la classe groupe 5. Donc, j'en ai visité différentes écoles. Et moi, je trouve que la liberté d'enseignement est très importante. Je trouve ça vraiment dommage de changer cela. Maintenant, ça va un peu moins bien, mais il y a quelques années, on était vraiment dans le top 5 de tous les systèmes d'école. Et maintenant, on est un peu retombé un peu en arrière, mais je pense ça va s'améliorer. Moi, ce que j'ai pensé, Martin, je ne pense pas qu'il faut abolir tout cela. Je pense qu'on peut commencer avec l'école de base, l'école primaire, soit pareil pour tout le monde. Et en tant que parent, une fois que les enfants vont dans l'école secondaire, qu'à ce moment-là, qu'il y ait une école islamique ou chrétienne, mais que la base, l'école primaire, l'école de base, pas basée sur une religion ou quoi d'autre, que en tout cas la base soit égale pour tout le monde. Et là, on pourrait commencer par là. Et une fois qu'on ait changé tout ce système, ça durera encore 25 ans. Je ne suis pas contre l'article 23, mais on peut peut-être changer l'article de telle sorte
qui gardent leurs valeurs religieuses, ça avant leurs valeurs démocratiques. Samira, est-ce que c'est aussi quelque chose qui joue en Hollande? Oui, bien sûr. Les élèves et les étudiants, ils disent « Moi, j'habite à Amsterdam, je viens de La Haye, mais je suis musulman. Et la Hollande est pour tout le monde. Je suis un Hollandais. Comment est-ce que vous pouvez dire « Je ne suis pas un Néerlandais ». Eux, il y en a qui disent « Nous, on ne veut pas d'eux, eux, ils ne veulent pas de nous. Hein. Moi, je suis un musulman. » Mais ils se sentent vraiment en connexion avec la rue, leur quartier dans lequel ils ont grandi. C'est pour cela que c'est très, très compliqué, avec certains groupes, de mettre la valeur universelle. Qu'est-ce qu'il y a de commun en Hollande, et c'est sur lequel je parle dans mon livre, c'est se sentir en relation avec les autres. Quand on parle d'un quartier, quand on parle de la municipalité, l'école, à l'école, on sait qu'on n'est pas égaux. Il y en a un qui est chrétien, l'autre qui est musulman, ou alors on est humaniste. Mais je pense qu'il faudrait mettre un ordre du jour en place, ensemble, qui mettrait l'accent sur qu'est-ce qu'on a en commun dans notre pays. Et c'est de ça que je parle avec mes étudiants. Et au bout du compte, ce n'est pas fait en 1 heure, et certainement pas en 2 heures, mais quand on voudrait mettre en place une vision de long terme et essayer d'atteindre avec les étudiants et de réfléchir de l'intérieur vers l'extérieur, à ce moment-là, on pourrait se rapprocher, mais que c'est la discussion, nous et les autres, et vous, concernant la discussion sur l'islam, les élèves qui disent « Moi, je suis musulman avec ma religion, l'islam », on va parler tout à l'heure de Samuel Paty. Il y en a beaucoup qui disent, pour moi, c'est la chose la plus élevée d'être musulman, d'être un bon musulman. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que c'est Allah qui nous demande ça. Je vais revenir tout à l'heure sur l'assassinat de Samuel Paty, mais Marten, avec vous, j'aimerais vous présenter comment est-ce possible que les Français aient une tradition tellement différente que les Hollandais, mais on a les mêmes problèmes. Bon, je pense que ça vient en partie du fait que la sorte des problèmes, les deux différents principes en France et en Hollande, jouent un rôle. Ces deux différentes choses, je veux dire, d'un côté, l'universalisme, quand on essaie d'atteindre cela, une société ne peut pas fonctionner sans une valeur partagée. La manière comment les hommes et les femmes se concertent, essayent d'éviter les agressivités, la violence. Ça, c'est des valeurs que l'on partage. Et ça, c'est un universalisme qui est important en France et en Hollande. Mais en face de cela, et Samira a expliqué cela, c'est les gens qui ont une certaine identité basée sur une religion. Maintenant, c'est une religion. Et ça s'oppose. Et il n'y a pas de différence en Hollande ou en France. Je trouve que cet entretien est très important de ce point de vue qu'en Hollande, on a beaucoup plus misé sur l'identité dans l'enseignement, alors qu'en France, on a plus misé sur l'universalité. Et Samira, ce qu'elle dit, vraiment, ça me fait penser, est-ce qu'on pourrait mettre la laïcité dans l'école primaire? C'est dommage que Mme Schnapper ne soit pas là, parce que vraiment, ça aurait été bien d'en parler avec elle. Est-ce que ce serait possible de mettre en place un enseignement dans lequel la laïcité est déjà en place, avec la discussion avec Mme Schnapper, j'étais vraiment enthousiaste. Je vois que le principe de la laïcité avec elle, on n'y doute pas du tout. C'est beau, mais ça peut aussi être une partie du problème sur comment mettre en pratique l'enseignement. J'aimerais rajouter une chose. Beaucoup de discussions dans l'enseignement sont plus concentrées sur l'universel. Il faut que Paty aurait dû pouvoir montrer ce dessin. Oui,
en effet, mais quel est ce qui est important dans l'enseignement? La question, est-ce qu'on a le droit de montrer un dessin en classe ou est-ce que c'est une question rhétorique, ou alors est-ce que c'est le garçon qui va à l'école et qui se trouve tiraillé par les deux fronts, la laïcité à l'école et de l'autre côté, chez qui il rentre, donc c'est entre deux feux qu'il est tiraillé. Mais je pense que ça, c'est vraiment très important de garder ça en tête et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment tenu durant les discussions. Je pense en effet que les Français et les Hollandais vraiment pourraient en discuter ensemble. Oui, oui, bien sûr. Maintenant qu'on parle de l'assassinat de Paty, en Hollande, il y a eu énormément de réactions. Aussi, en conséquence qu'à Rotterdam, il y a eu un professeur qui a dû se cacher. Il y a eu énormément de débats sur l'enseignement, cette discussion. Ce garçon ou cette fille dont parlait Martijn, qui veut être confiant à sa religion, mais rentre à la maison, Samira, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'apprends encore tous les jours. J'ai donné des cours à plus de 1000 étudiants. J'ai parlé avec beaucoup de professeurs. Mais j'aimerais revenir à ce que Martijn a dit. Vous êtes professeur sur la situation française et la situation néerlandaise. Moi, j'ai de la famille en France. Moi, quand je réfléchis à cela durant notre discussion, et corrigez-moi, en France, on est français. Et puis, en Hollande, c'est différent. Je pense que c'est une grande différence entre l'enseignement français et l'enseignement néerlandais. Ici, je suis quelque chose néerlandais. Je suis néerlandais, mais avec des origines turques ou surinamiennes, origines somaliennes, etc. Et je peux être qui je veux être. Et à côté de cela, quand on parle d'identité, c'est très important pour les étudiants et les élèves aussi. Et c'est pour cela que je mets en avant comment les gens vivent leur monde, les jeunes, qui je suis et comment je dois me sentir. Là, je pense qu'on doit mettre un accent là-dessus, sur la sagesse intérieure. Et donc, vraiment, je touche vraiment la philosophie. Donc, amener ça dans la classe, c'est aussi, il faut y réfléchir. On ne peut pas tout mettre dans la citoyenneté. Donc, la citoyenneté et la philosophie, ce ne sont pas seulement les étudiants, et moi aussi, ça fait 48 ans que j'habite en Hollande, et c'est peut-être pas tous les jours et toutes les semaines que je réfléchis aussi qui je suis en tant que femme, en tant que mère, en tant que musulmane. Moi, je suis musulmane. Personne ne peut me l'enlever. Durant la formation de son identité, on réfléchit à ça, pas seulement quand on est jeune, mais aussi quand on est adulte. Et en ce moment, les élèves et les étudiants de ma classe, ils disent on est confronté seulement avec le mauvais côté de l'islam, avec le terrorisme, avec les choses qui se passent d'une manière nationale et internationale. Nous, on est touchés, ça nous touche. Moi, je ne suis pas un terroriste, je voudrais être un musulman sans qu'on me tire les cheveux et qu'on me dise ouais, l'islam, islamisme. Est-ce que l'on pourrait apprendre des Français, Samira, entre l'islam et l'islamisme? Oui, j'ai suivi cette discussion et j'y réfléchissais toujours en temps. Il n'y a qu'un islam. Il y a des musulmans, ma mère porte un foulard et en hiver 2, moi non. Il y en a d'autres qui essayent vraiment de prier 5 fois par jour et il y en a d'autres qui disent oui, mais je n'arrive pas vraiment à garder les horaires. Il y a d'autres musulmans qui suivent le ramadan, d'autres moins. Il y a des salafistes qui disent qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas un musulman. Non, il y a un islam et il y a l'islam politique. Il y a un parti politique, le NIDA est actif à Rotterdam et qui a basé cela sur la religion.
Et basé là-dessus, ils veulent développer leur programme politique. Mais il y a le Christian Uni, l'Union chrétienne, le SGP aussi, ils utilisent la religion. Quand on parle des musulmans et l'émancipation qu'ils veulent faire dans leur quartier et dans la politique, ils n'ont pas encore reçu suffisamment de signatures pour avoir une chaîne télévisée, mais on voit des exemples d'autres croyances qui le font aussi. Et les musulmans disent, nous, on habite ici, on va rester ici. Et on voit dans la période de Covid, on voit l'émancipation sur l'enterrement, hein, d'être enterré en tant que musulman dans un endroit. Ça, c'est en effet un produit néerlandais. Oui, alors ce que Martin disait, il y a une discussion, nous et vous. Donc, il y a le côté ouest de la Hollande et le reste de la Hollande. Mais là, je reviens à la citoyenneté. Et Martin disait aussi, et c'est noté aussi dans mon livre « La Hollande est pour nous tous », il faut que l'on réfléchisse tous ensemble de ce que l'on a ensemble. On a la liberté de religion, les libertés d'expression. Vous dites hein, la liberté d'expression, c'est un des principes des Lumières, mais c'est quand même un point compliqué. Comment est-ce qu'on peut placer ça dans la discussion? C'est compliqué dans les années, dans la Lumière. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'exprimer son opinion, mais qu'on a le droit de l'exprimer. Mais cette liberté était limitée, et on a vu ça. Hein, on a parlé de Voltaire tout à l'heure, mais un autre philosophe, c'est Rousseau. Rousseau, c'est le philosophe de l'égalité. Il écrit dans le contrat social, il dit que cette égalité fait en sorte que l'individu est libre, mais seulement d'une manière philosophique. On appartient à une communauté, et cette communauté, il parle de la volonté générale. Si, en tant qu'individu, on n'est pas d'accord avec la volonté générale, à ce moment-là, on n'a pas bien compris ce que l'on veut. Parce que l'on veut doit rentrer dans le groupe. C'est quelque chose que l'on voit dans le communisme. Si un ouvrier dans le communisme n'est pas communiste, à ce moment-là, il ne comprend pas ce qu'il veut, parce qu'il est un ouvrier. Et Rousseau, hein, c'est là qu'on voit que la liberté est limitée par l'autre idéal de l'égalité. Et là, on arrive à Robespierre, durant la Révolution et la Terre. Hein, c'était donc un paradoxe assez extraordinaire dans lequel il dit que la liberté, que le despotisme du peuple est nécessaire contre la terreur. Et là, vraiment, ça devient un problème très compliqué. En effet, vraiment, Madame Samira, vraiment, pour conclure, quel est votre espoir après ce qu'on a vu en France avec le professeur qui s'est caché à Rotterdam, en Hollande? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'enseignement? Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup d'investissements dans l'enseignement. Ce n'est pas seulement financier. Il faut réfléchir dans les écoles. Il faut ramener des gens à l'école sur les thèmes importants. Et il ne faut pas oublier non plus que les étudiants les écoles doivent arrêter de chercher des solutions de certains problèmes. Seulement de l'argent, donner de l'argent, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours réfléchir au bout du compte. Comment est-ce qu'on va prendre en main cette inégalité? Comment faire éviter que les enfants, d'une manière économique, intellectuelle, qu'il y ait un trou, qu'il y ait un fossé, hein, il existe déjà ce fossé, qu'il ne s'approfondisse pas. Je pense
un grand défi à résoudre dans toute la société. J'espère qu'on pourra continuer une prochaine fois cette discussion avec Dominique Schnapper. Merci pour cette discussion très intéressante. Entre-temps, on a vu des petits dessins d'Eliane Geretz. Je vais en parler tout à l'heure avec elle. Nous allons regarder une dernière capsule. C'est une capsule de Boris Cyrulnik. C'est un psychiatre, neurologue et médecin connu qui s'est caché durant la Deuxième Guerre mondiale et qui va nous donner un peu un peu de courage durant cette période compliquée. Donc, c'est un petit passage sur la résilience. Bonjour, Monsieur Cyrulnik. Je suis vraiment ravie de vous revoir. C'est super que vous ayez un peu de temps pour répondre à quelques questions dans le cadre de la Nuit des idées d'Amsterdam. Le thème est proche. Évidemment, c'est un thème, on peut dire beaucoup là-dessus. Vous avez eu ce thème déjà dans tout votre parcours professionnel en tant que neuropsychiatre. Mais d'abord, je voudrais vous parler que vous nous parliez un tout petit peu de cette période d'incertitude que nous traversons, parce que évidemment, rien n'est sûr dans la vie, ça, on le sait. Mais on vit peut-être quand même une période un peu spéciale, une situation difficile pour la santé morale. Certains peuvent vivre mieux avec ça que d'autres, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux avec le doute, avec l'instabilité, avec la situation dans laquelle on ne peut pas faire de projet d'avenir, en fait? Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la condition humaine. Les épidémies ont été régulières. Ce qui arrive pour la première fois dans la condition humaine, c'est qu'il y ait 2 ou 3 générations sans épidémie majeure et sans guerre à la maison. Ça s'était jamais vu dans l'histoire humaine. Donc le 15e, le 17e siècle, en Europe, ont été le siècle des épidémies. Tous les 3 ans, il y avait une nouvelle peste. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un processus qui se met en place, un processus biologique, un processus psychologique et un processus social. Le processus biologique, c'est que le virus finit toujours par s'éteindre. C'est rien le virus, hein. Sur le plan biologique, celui qui nous fait du mal actuellement, il a 15 gènes. C'est minuscule. Mais cette capsule de lipides qui entoure ces 15 gènes rentre dans le système nerveux, ça provoque l'explosion du cerveau, ou bien ça rentre dans les poumons, ça provoque l'explosion des poumons. C'est tout. Le problème biologique, il est là. Tout le reste, c'est un problème psychologique et social. Le problème psychologique, je réponds enfin à votre question, c'est que la seule certitude dans la vie, c'est la mort. Tout le reste est une aventure. Tout le reste, on ne peut pas le prévoir. Plutôt, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est la surprise. Quelque chose qui a été imprévu. Alors ça, on peut le prévoir. Alors ce qui va se passer, c'est que sur le plan psychologique, ceux qui, avant l'épidémie de virus, avaient acquis des facteurs de protection, bon développement dans leur famille, stable, pour que le système nerveux du bébé, de l'enfant, puisse se construire, pour que son affectivité puisse se construire, pour que ses habiletés relationnelles puissent s'apprendre, il faut qu'il y ait autour de l'enfant une stabilité affective, scolaire, dans le quartier, social. S'il n'y a pas de stabilité, l'enfant part dans tous les sens. Donc, or actuellement, on vit dans une culture qui, avant le virus, valorisait l'instabilité et qui, probablement après le virus, va encore favoriser l'instabilité. Comment apprendre la stabilité? Comment apprendre à structurer sa personnalité dans des conditions sociales désorganisées de cette manière? Ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de protection, famille stable, aptitude à la parole, donc acquisition de tous les mécanismes relationnels, expression de soi, chercher à comprendre les autres, ceux-là vont vivre l'épidémie comme une aventure apaisante, ce qui est le cas de votre serviteur.
Depuis 30 ans, c'est la première fois que je vis si paisiblement, même peut-être depuis que je suis au monde. C'est la première fois que je me lève quand je me réveille, c'est la première fois que je vais me promener le soir, c'est la première fois que je lis, que je travaille, que je vis à mon rythme. Alors qu'avant, j'étais dépossédé par mon aventure sociale, je vivais au rythme des autres. J'emploierai pas le mot de pause, mais j'emploierai le mot de contrainte. On est contraint à réfléchir à ce qui nous est arrivé. Et en effet, après chaque catastrophe, parce que j'ai peut-être même moi-même employé le mot crise, qui n'est pas le bon mot. Le mot crise vient du monde de la médecine, une crise d'épilepsie. Il part, tout d'un coup il perd connaissance, il convulse, il se relève et il finit sa phrase. Voilà, ça c'est la crise. Or là, on ne sera plus après le virus, on ne sera plus comme on était avant. Ou alors, si on se remet à vivre comme avant, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, dans 3 ans, il y aura un nouveau virus. Alors donc, c'est pas un moment de pause, c'est une contrainte à réfléchir. On est obligé de se reposer à notre manière de vivre ensemble. Et on a déjà vu ça très souvent après chaque catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle, la peste, l'inondation, le tremblement de terre, l'incendie, ou que ce soit une catastrophe culturelle. La troisième voie dont je rêve après la mort du virus, c'est comment va-t-on organiser cette nouvelle renaissance? Oui. Vous avez sûrement des idées là-dessus. Vous avez vraiment dit que la littérature est un allié de la résilience, par exemple. La créativité peut triompher de l'angoisse du vide. Vous avez écrit dans un préface pour le livre de Pierre Lemarquis. Dans votre propre livre, vous avez écrit on peut combattre la perte avec des mots. Les mots écrits possèdent un pouvoir de métamorphose. Quel rôle peut jouer l'art dans cette renaissance, si vous voulez bien? L'art a pour fonction de mettre en scène ce qui est mal mis en conscience et ce qu'on ne comprend pas encore. Et les comédiens jouent, posent le problème, on débat, on n'est pas d'accord, on est d'accord, on précise et on légifère. Vous l'avez dit, le partage culturel. Le nouvel organisateur social, c'est l'école. Oui, il est temps maintenant d'introduire Eliane Gerritz. Et sur son propre site, elle dit dans son CV très brièvement, elle dit « Je dessine ». Eliane, bienvenue. Je suis très curieuse de savoir comment tu as vécu cette soirée et le thème qu'on a traité. Et pourrais-tu nous montrer tes dessins et peut-être nous en parler brièvement? Oui, j'ai remis le son. Je ne sais plus ce que j'ai dessiné parce que ça a été très vite. Nous les avons envoyés tout à l'heure. Je peux les montrer comme ça. Alors, vous voyez le dernier dessin. Je ne vais pas pouvoir... J'écoute, mais je ne peux pas tout suivre parce que je ne suis pas une superwoman. Alors, parfois, ce sont des bribes. Alors, voilà, le virus qui est une aventure calmante, mais ça n'a pas tout à fait à faire avec le grand thème. Mais bon, alors, voilà. La dernière dame a parlé des musulmans, donc voilà, j'ai fait ce dessin-là. Ce sont des associations. Ils ne sont pas tous très profonds, hein, mais j'ai essayé de dessiner par rapport à ce que j'entendais et parfois, français, celui-ci, mais je le trouvais très réussi. Oui. Voilà, m'a beaucoup plu. Et voici, ça c'est clair. Et le débat, en tant que dessinatrice, on a beaucoup parlé des dessinateurs. Est-ce que vous voulez conclure là-dessus? Là, voilà, le pape. Je sais ce que j'ai aimé. Le Vatican, de par les conflits laïques,
avait brisé les liens diplomatiques avec ses petites chaussures rouges. Est-ce que vous vous sentez libre de dessiner tout ce que vous voulez, une soirée comme celle-ci? Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas une personne qui cherche à traiter des choses terribles. Je dessine bien sûr des dessins politiques dans le magazine Elsevier, par exemple. Mais mes idées sont souvent très visuelles. Mais c'est un peu ma personnalité. Je suis plus douce, je n'ai pas vraiment le besoin de faire des dessins avec du sang et des armes. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton dessin favori? Ah voilà, la nuit des idées, voilà, magnifique. Merci beaucoup, Eliane. Il y en a énormément. Vous pourrez faire ce que vous voulez. On va les mettre en ligne. Voilà. Ah, maintenant, ils vont passer. Voilà, nous sommes proches. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Eliane. Les dessins passent. Voilà, Voltaire. Lisbonne. C'est un résumé magnifique de cette soirée. Oui, j'espère. J'ai essayé à chaque fois de dessiner ce que j'entendais, mais je n'ai pas pu traiter l'ensemble. Et peut-être que ça n'a pas toujours la profondeur des thèmes sérieux et politiques que vous avez traités. Mais c'est très bien, ça donne un peu de légèreté à cette soirée. Nous allons tout à l'heure conclure la soirée avec à nouveau une intervention de Camille Berthaud, qui est la chanteuse jazz qui a réussi à rester, grâce à la technologie, en contact avec ses collègues. Elle a été découverte sur YouTube avec 730 000 views. C'est un distributeur de jazz de New York qui l'a lancé aux États-Unis et au Brésil. Alors, je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnes qui ont facilité cette soirée. Il y en a énormément qui ont travaillé ensemble et ce sont tous les intervenants, bien entendu, français et néerlandais, et les artistes. Samir Abouchti, Eric Post, Eliane, des magnifiques dessins, Margot Dijkgraaf, pour les interviews, Léonie Valks et Samit Netenak pour la traduction simultanée. J'espère que vous avez pu nous suivre. Merci mille fois. Et bien entendu, l'équipe de l'OBA, Marek, Gwen, Simon et Pascal, l'équipe de l'Institut français des Pays-Bas, Gala, Eva, Jean-François, Hélène, Alexis et Pascal, et Martin Doorman pour la co-présentation de cette soirée, et vous tous, bien entendu, en tant qu'auditeur. Je remplis un verre de vin rouge et j'aimerais porter un toast avec vous et j'espère que dans le futur, nous pourrons poursuivre ce type de discussion parce que j'ai vraiment toujours appris que la France et les Pays-Bas peuvent apprendre énormément les uns des autres, l'un de l'autre. Et nous espérons répéter cette réunion très prochainement live ensemble. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée et merci bien.